Bonjour, bienvenue à cette rencontre sur la spiritualité et la pandémie. Alors, je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice des services pour proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Et nous avons aujourd'hui comme discussion la spiritualité et la pandémie, qui est le dernier volet de 6 rencontres sur les 5 sens, la spiritualité et la pandémie. Je vous rappelle que cette vidéo est rendue possible grâce au financement de l'appui Capital National. Alors, à quoi ça sert la spiritualité? Alors, une petite définition qui nous vient du professeur Jacques Cherblanc, qui est à l'unité de l'enseignement en études religieuses, en éthique, philosophie de l'Université du Québec à Chicoutimi et membre de l'équipe Impact COVID-19. Donc, il nous présente ici un petit peu qu'est-ce qu'on entend par spiritualité en 2020-2021, mais les démarches de Impact COVID-19 se sont surtout déroulées durant 2020, bien sûr. Ils ont formé des intervenants en soins spirituels dans les services de santé et ils ont questionné ces gens-là sur la spiritualité et la réponse a été que c'était une ressource interne qui permet de donner un sens à la vie, de faire face aux souffrances. Alors, vous voyez, les intervenants qui accompagnent les gens dans les soins de santé euh, font un lien entre le bien-être de la personne et son pouvoir à se sentir mieux et à atténuer les souffrances physiques et euh, émotives par le bien de la spiritualité. Cette même équipe, donc Impact COVID-19, a ressorti 8 dimensions qui permettent donc à chacun, chacune, de cheminer au niveau spirituel et qui sont des éléments, donc, comme des ingrédients d'une recette qui permettent une possibilité de réussite. Donc, l'espoir, l'optimisme, le sens de la vie, de l'émerveillement, de la paix intérieure, de la plénitude, la puissance spirituelle, la connexion à un être ou à une force spirituelle et de la foi. Alors, et selon l'Organisation mondiale pour la santé, la vie spirituelle comprend les croyances personnelles, la spiritualité et la religion. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas lier spiritualité et religion. Ce sont 2 démarches différentes et par contre qui peuvent être, des collaborateurs de vie. Alors, c'est à vous de faire des choix là-dedans. On va aller un petit peu plus loin pour, mieux s'en parler. Alors, durant la pandémie, on sait que la santé psychologique, on va parler des Québécois, mais à travers le monde, tout le monde a été durement touché durant cette période-là, à cause du confinement, à cause de tout un nouveau mode de pensée et d'action qui sont venus interférer dans nos valeurs. Alors, non seulement ici, vous voyez, l'équipe Impact COVID-19 de Jacques Charblanc disent que non seulement ça protège des problèmes de santé, on parle de la spiritualité, mais ça favorise une santé mentale positive, marquée par l'optimisme et les projets. Donc, il faut prendre soin de notre cheminement spirituel et on va regarder comment on peut faire ensemble. Les choses ne se font pas par magie, bien sûr. Il ne s'agit pas de claquer des doigts pour pouvoir, se sentir bien dans la vie. C'est plutôt qu'il faut mettre en perspective notre vie. C'est un peu, la démarche de la spiritualité. Ça donne une orientation à notre vie. Ça permet aussi, à partir de quelque chose de plus grand de nous, d'avoir des perspectives, de la vie d'une façon globale. Ça nous inscrit aussi dans une, on pourrait dire dans une démarche de réseau ou de groupe. On est confiné, on est seul, mais on n'est pas isolés sur la planète et de savoir qu'on est des milliards de personnes à vivre des choses similaires en même temps, ça peut donner, un petit plus. Ça peut rassurer et ça peut permettre justement de peut-être, trouver des solutions.
Je vous rappelle que toutes, mes présentations visent l'aide aux proches aidants et ce n'est pas anodin, la démarche de spiritualité pour un proche aidant. Malheureusement, ça peut être mis de côté parce que l'attention aux soins est là de façon récurrente, mais on va voir aussi comment orienter la quête de sens. Justement. Alors, la spiritualité, c'est d'abord et avant tout une quête de sens, pour chacun et c'est ce que je trouve intéressant, c'est, la quête de sens, c'est pas seulement de savoir, à quoi je sers dans la vie, mais c'est aussi être qui je suis, quel sens que je veux donner, moi, dans mes actions, dans mes paroles, dans mes pensées et oui, bien sûr, de trouver qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre, mais ça va plus loin que ça. Donc, vous voyez, dans une démarche de soins comme aidant, qu'est-ce que je fais comme soin? Pourquoi je le fais comme ça? Dans quelle intention je le fais? Et comment je suis accompagnée, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on est une goutte dans un océan, mais chaque goutte forme l'océan. Alors chacun a sa pertinence. Ici, dans, cette démarche-là, on nous dit que, la spiritualité aujourd'hui est aussi tabou que la santé mentale en 1970. On se rappelle qu'en 1970, il y a eu comme, tout un cheminement, dans les pour les Québécois, pour la province de Québec, où on a comme mis de côté beaucoup d'apprentissage de la religion ou de stéréotypes ou de cadres de la religion qui ont été mis de côté. Et c'est pour ça qu'on fait un peu un lien parce qu'on avait à ce moment-là comme tout jeté en même temps en disant: «On tasse la religion et on tassait tout ce qui était spirituel». Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Comme, et c'était comme on est religieux ou on est flower power ou on n'est pas obligé d'être dans, hem, un schéma de groupe préinstallé. On peut développer son cheminement spirituel personnel et de vivre des choses en parallèle avec, le monde extérieur. On va définir tout ça, hein, c'est comme, très large là, on va, un petit peu, arranger ça là, ensemble. Alors, pour améliorer sa vie spirituelle, on va déjà regarder ça. Il y a un laboratoire, de recherche, en anthropologie rituelle et symbolique qui a mené des expériences, ils ont appelé ça des expériences d'aventure thérapeutique, sur, le rituel de deuil pour, les parents qui avaient perdu des jeunes enfants, soit durant la grossesse ou dès la naissance. Donc, on a formé des intervenants en santé et services sociaux, sur les approches méditatives. Donc, tout ce qui pouvait être de forme méditative. La méditation, ça peut être, oui, assis en lotus et faire des Aum, mais ça peut être aussi toutes sortes d'autres formes. Vous pouvez être à votre fenêtre, regarder la nature, un arbre, voir des bourgeons, vous épanouir vous-même en disant que: «Mon doux, c'est fort la nature» et pendant ce temps-là, vous êtes en contemplation, on pourrait dire, sur l'épanouissement de la nature, mais c'est une forme de méditation et ça permet justement de vous connecter peut-être à votre vie spirituelle ou à ce qui donne un sens à votre vie et à la vie en général. Il n'y a rien de religieux là-dedans et c'est ce que ça a confirmé, cette recherche-là donc qui a été faite, la recherche anthropologique que je vous parlais, c'est que, il y a, c'est pas obligé d'avoir une dimension religieuse de quelque religion que ce soit. La vie spirituelle peut être améliorée en utilisant différentes formes et différents environnements, dont la méditation, peu importe comment vous le faites. D'ailleurs, voici, ce sont différentes façons d'être en méditation. Bien sûr qu'il faut apprendre à sélectionner ce qui est bon pour vous, se l'approprier, de voir dans quel cadre vous voulez le faire, quel environnement musical, quel éclairage, quelle ambiance est vraiment est-ce que pour vous, c'est d'être en contact avec la nature? Est-ce que c'est vraiment, de suivre, un yogi? C'est chacun le voit à sa façon et intègre ce cheminement-là de façon, c'est à la fois corporel et on pourrait dire intellectuel et c'est toute une démarche
de l'âme et de la personne parce qu'un contact avec avec l'univers, ça va avec notre vision du monde. Alors la spiritualité, ça passe par l'expérience. La spiritualité, c'est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose d'intime. C'est pas ça vient pas de l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui vient vous dire comment être et comment développer votre spiritualité. C'est vous, par votre ressenti, par votre façon de penser, par vos actions, qui développez cette spiritualité-là et qui vous permet de l'épanouir. Le proche aidant qui reste concentré sur son agenda et son horaire de soins, de traitement et qui garde peu de temps pour lui, n'alimente pas sa spiritualité. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut accepter de l'aide, de prendre du répit. C'est pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre et pour le bien-être et l'équilibre de là ou des personnes que vous aidez. Il y a une communication qui se fait là-dedans. Vous n'allez pas nécessairement amener l'autre à développer sa spiritualité. Personne n'a ce mandat-là. C'est un mandat personnel qu'on se donne, mais votre façon de penser, d'agir peut avoir un impact sur la vie des autres. C'est là que ça devient signifiant. Voilà, c'est ça. Alors ici, il y a monsieur Roussel qui nous parle de la spiritualité autochtone qui est centrée sur un bien vivre. Pardon. Ce bien vivre-là, une bonne vie est vécue dans le respect de l'ensemble de toutes les dimensions de la vie, en lien avec un monde qui est vivant, qui est à la fois visible et invisible. C'est, un lien avec le passé, le présent et l'avenir. La démarche spirituelle, on va le voir de façon plus détaillée ici. J'ai trouvé ce petit schéma-là, qui nous montre bien que l'équilibre est au centre, c'est l'axe et voilà, on a 4 dimensions. La dimension spirituelle est là. Il y a la dimension mentale, tout notre intellect, la dimension physique et l'affectif. Ce qui est important, c'est d'essayer de toujours rejoindre le centre pour être le plus possible en équilibre. Dès qu'il y a, quelque chose, si, on vous appelle, il est arrivé un accident, quelqu'un est blessé, il est à l'urgence, tout de suite, vous allez dans le mode affectif et c'est normal. Peut-être que même vous allez ressentir des douleurs physiques. Alors là, vous voyez, vous vous déplacez sur l'axe. Vous allez un peu plus vers un monde. Puis après, c'est votre mental qui va être suractivé. Là, on n'est plus vous voyez, là, on va être comme dans 3 dimensions, on n'est plus dans le spirituel. On est en temps de COVID. Une situation comme ça, vous ne pouvez même pas vous rendre à l'urgence, vous ne pouvez pas, être auprès de la personne qui est blessée. Alors on fait confiance aux gens qui donnent des soins, tout va bien se passer de ce côté-là. Ce qui est important, c'est de retrouver l'équilibre, de revenir sur votre axe. C'est facile à dire comme ça, je sais très bien que c'est difficile, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je vous dis, c'est que ce qui va vous aider à retomber sur vos pattes, comme on dit quelquefois, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment de retrouver l'équilibre. D'abord, de calmer votre affectif, votre mental, d'apaiser qu'est-ce qui se passe au niveau physique pour vous, les tensions qui se sont installées par ce stress-là, qui est à la fois bon parce que c'est le stress, c'est ce qui nous aide à réagir quand il y a un danger. Par contre, vous n'êtes pas en danger. Alors, la meilleure façon d'aider les gens autour de vous, ça va être de retrouver l'équilibre. En retrouvant un équilibre, en apaisant votre mental et votre affectif, en trouvant le calme physique, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre de comment je peux être utile à ces gens-là en ce moment, tout en me respectant, en n'oubliant pas qui je suis et quels sont mes besoins. C'est vraiment ce qui est la philosophie, autochtone. Hem, alors c'est d'apprendre à s'écouter. Alors quand on va plus loin, parce que là, on va aller voir toutes sortes de dimensions. Ici, ce sont des scientifiques, qui ont découvert, oui, ils ont appelé ça la psychoneuroimmunologie. Alors comment le côté, psychologique et neurologique peuvent devenir, votre système immunitaire à vous et comment ça influence votre système immunitaire.
Alors, quand on le décortique, c'est déjà moins fou un peu. Chaque émotion, ce qu'ils nous disent dans la recherche, c'est que chaque émotion ressentie envoie immédiatement, de l'information dans les molécules chimiques. Ces molécules chimiques-là, ce sont les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs envoient un message au cerveau. Le cerveau va diffuser l'information pour activer des hormones. Alors, quand l'émotion que l'on reçoit est une émotion positive, il va y avoir de sécréter des hormones de dopamine. La dopamine, c'est ce qui amène la motivation. Alors, on n'est pas amorphe, on est motivé, on est stimulé. Il va y avoir aussi la sécrétion d'ocytocine. On en a parlé aussi quand on a parlé du toucher. C'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone du bonheur. Alors, elle va être sécrétée parce qu'il y a eu une émotion positive. Et il va y avoir des sécrétions de sérotonine qui procurent l'apaisement et la sérénité. Alors, vous voyez, euh, ça peut faire, là, on se promène dans la roue qu'on a vue tout à l'heure, si dans notre axe, on est en train de voir un équilibre qui pourrait être fait à partir d'une émotion positive. Maintenant, ce qui est intéressant, ben, et là, on nous dit quand il y a des émotions positives comme ça qui sécrètent les bonnes des hormones qui nous font du bien, eux, ils appellent ça le cocktail antidépresseur. Alors oui, ça peut être commandé. Vous pouvez commander ces émotions-là. On va regarder comment. Et c'est donc, ça peut apaiser votre métabolisme, ça peut vous faire du bien. Vous avez du pouvoir là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'il y a l'autre versant. Quand il y a une émotion négative, il va y avoir de sécréter les hormones qui vont faire le stress, amener une tension nerveuse, qui vont peut-être même vous amener à avoir des plaques, avoir la gorge sèche, à peut-être à activer votre rythme cardiaque, à vous faire parler vite, à vous faire paniquer, à vous faire amener dans des crises d'angoisse, des choses comme ça. Alors, vous voyez, l'émotion négative, elle a aussi un effet sur votre psychisme, comme l'émotion positive. Comme oui, avoir à agir, avec le même système, mais va créer des effets, bien sûr, différents dans votre corps. Quand on prend conscience de ça, on prend conscience du pouvoir qu'on a à ce moment-là sur nos émotions et sur nos pensées. Alors ça, c'est une recherche qui a été faite, en Californie, à l'Institut Earth-Math. J'espère que je le dis bien, je ne suis pas très bonne dans mon anglais. Alors, ils ont montré, aussi, donc que la colère et la peur pouvaient faire baisser l'efficacité du système immunitaire. Alors, quand on fait baisser l'efficacité du système immunitaire, on devient vulnérable à toutes les maladies qui se présentent autour de nous, tous les petits microbes qui se présentent autour de nous. C'est pas ce qu'on veut en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les messages qui sont envoyés à partir de l'émotion à nos neurotransmetteurs, à nos hormones, comment ça prend racine en nous et que ça peut faire qu'on va aller mieux ou moins bien. Et et comme je vous disais, quand on prend conscience de ça, on peut à ce moment-là, favoriser donc, des guérisons ou du moins, ralentir l'apparition d'une maladie ou, et là, je ne veux pas tomber dans tout ce qui est ésotérique là, c'est pas ce que je vous dis là. Je vous dis pas que vous allez guérir par la bonne pensée. Vous pouvez prendre soin de vous, c'est ce que je veux vous dire, par des pensées positives, par des actions positives, par des émotions positives. Et c'est ça, c'est bien facile à dire, mais comme je vous disais, des fois, on reçoit un appel et tout à coup, il y a un événement, imprévu et désagréable qui arrive et on réagit. C'est correct, c'est humain. Ce qui est important, c'est de retrouver l'équilibre et c'est pour ça que je vous parle de la spiritualité et de l'axe et de la roue de la santé des Autochtones et de toutes ces recherches-là. Vous avez du pouvoir. Si vous pouvez exprimer vos émotions à mesure que vous les vivez, vous allez avoir moins de problèmes de santé. C'est ce que nous dit cette belle recherche-là. Si vous ne laissez pas les émotions s'exprimer, c'est pas toujours comme vous avez envie de pleurer, mais des fois, de faire un dessin. Vous avez eu peur, vous reproduisez en dessin qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a fait peur. Ça peut canaliser l'émotion pour vous permettre de passer à autre chose et de ne pas garder,
accumuler des émotions une par-dessus l'autre et à un moment donné, le presto éclate. On le sait, puis c'est là que soit on ne se sent pas bien, soit qu'on fait une colère ou des choses comme ça. Il y a des gens, lorsqu'il y a une émotion négative qui arrive, vont courir, d'autres font de la boxe, d'autres, vont vraiment aller, dans l'art. Eux vont téléphoner, vont parler à quelqu'un, vont parler beaucoup, beaucoup, vont pleurer abondamment. Heu, à partir du moment où là, on se parle et vous prenez conscience de tout ça, bien, ça peut vous permettre de retravailler ces dimensions-là. Si on prend l'expérience, admettons, vous êtes à l'opéra et vous trouvez que c'est touchant, c'est merveilleux et il y a un moment dans l'opéra qui vous amène une émotion très forte de tristesse. En tout cas, vous avez peut-être la difficulté et c'est des choses qu'on peut voir. Vous allez avoir des larmes, vous allez vous mettre à pleurer parce que c'est trop beau, parce que, ça vous connecte sur autre chose et parce que vous êtes dans un contexte social qui ne permet pas que vous puissiez pleurer à chaudes larmes, vous allez vous retenir. Alors, ce que nous dit, la belle recherche de la Californie et ce que nous dit le cheminement spirituel, quand vous allez pouvoir trouver un moment à vous, où vous vous sentez bien et en sécurité pour exprimer vos émotions, vous pouvez recréer cet instant-là, retrouver cette émotion-là et laisser l'émotion évacuer d'une façon saine. C'est sûr que si ça vous a connecté sur quelque chose de traumatisant, vaut mieux le faire en compagnie d'une personne en qui vous avez confiance ou d'un professionnel. C'est c'est la bonne chose à faire. De pouvoir évacuer cette émotion-là va pouvoir et qu'est-ce que ça fait, hein, quand, on exprime une émotion? Après, on se sent plus léger, on se sent libéré. Alors c'est ça, vous voyez, c'est l'effet de l'ocytocine et de toutes les hormones qu'on a vues tout à l'heure. Et ça, c'est pas, je vous donne pas une recette miracle, là, ça appartient à tout le monde, mais de pouvoir cheminer comme ça, à travers une émotion et une expérience de vie, ça nous ramène à justement à un autre sens dans la vie. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je le fais comme ça? Qu'est-ce que je veux faire moi dans la vie et quel est mon impact dans l'univers? Ça c'est, c'est peut-être, très vaste là, quand je le présente comme ça, mais chaque petit geste que vous faites pour vous est un geste de plus pour le bien-être aussi de tout votre environnement. Si vous vous sentez bien, les gens autour de vous se sentent bien. Quelqu'un ne se sent pas bien, hein, tout de suite on fait: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Alors on reçoit de cette émotion-là. Donc, on est des humains. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est important de prendre soin de nous pour cette dimension-là. Hein, les proches aidants, écoutez-moi. Alors, je vais vous parler de la méditation. Il a été prouvé que la méditation peut faire du bien. Dans la démarche là, de les gens là, de Impact COVID-19. Ce qu'on nous dit un peu plus loin dans cette, recherche-là et dans les autres aussi, on va prendre une image comme un cyclone. Quand il y a beaucoup d'émotions qui s'installent, il y a quelque chose de qui vous arrive, autant une super émotion très grande que quelque chose qui est dramatique. Ce qui est important, quand on est dans le high, je dirais dans le gros pic de l'émotion, c'est comme si on est happé par un cyclone d'émotions. Alors là, il y a du vent, ça nous ramasse. Ce qui est important, c'est essayer d'aller à l'intérieur, dans l'œil du cyclone, c'est ce qu'on va dire, qui est pour ça va être ça la méditation. Ça va être d'entrer à l'intérieur. Accepter de il se passe quelque chose, je l'identifie. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi l'émotion qui m'habite? Qu'est-ce que ça amène chez moi? Qu'est-ce que ça amène comme sentiment chez moi? Qu'est-ce que ça amène comme idée? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ça, moi? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à traverser cette période-là? Est-ce que la ressource est à l'extérieur? Peut-être avez-vous entendu parler de la thérapie avec les fleurs de bac. Alors, c'est un médecin qui, qui a réalisé, que, souvent, la médecine s'intéresse aux symptômes et on a ce comportement-là, heu, comme mécanisme qu'on a appris. Il y a une maladie. Qu'est-ce qu'on fait avec la maladie? On traite la maladie. Docteur Bach, lui, a réalisé qu'il faut
comme dans la roue de la médecine, de la roue de la santé autochtone, c'est qu'il y a un conflit entre qu'est-ce qui se passe, à l'intérieur de la personne et sa santé physique. Alors, il faut retrouver le lien pour pouvoir avoir un bien-être intérieur. Et lui, il l'a fait en étudiant des plantes. Alors, il s'est questionné. Il a étudié comme ça plusieurs plantes. Il a écrit plusieurs livres, dont Se guérir soi-même. Je vous ai mis le lien ici. Et lui, il dit que c'est indissociable. On ne peut pas séparer la personne de qui elle est à l'intérieur d'elle et son corps. C'est ce que j'essaie de vous dire, là. Lui, il dit l'âme et la personnalité. Non, je l'ai sous les yeux. Et qu'en s'intéressant aux symptômes, on oublie que l'être humain est un phénomène global. Alors, il faut soigner tout de l'être humain. Alors, c'est pour ça que lui est allé étudier, le traitement par les plantes et sa façon de le faire, c'était d'identifier l'émotion de la personne. Est-ce que la personne est anxieuse? Est-ce que la personne, heu est euphorique? Est-ce que donc il va aller identifier, avec la personne qui se présente à lui, il identifiait l'émotion pour le lier à l'effet, qu'une fleur pouvait avoir ou parfois aussi il y a des écorces et certains arbres, certaines essences d'arbres qui ont été utilisées, et c'est comme ça qu'il a développé sa thérapie, la thérapie avec les fleurs de bac. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez aller plus loin, vous avez les liens ici. Il y a aussi l'Ayurveda. L'Ayurveda, nous dit que, la nature et l'être humain sont gouvernés par les mêmes lois. On est liés. Alors, si on veut trouver l'harmonie, le corps et l'esprit ont besoin d'équilibre avec la nature. Alors, un peu comme je vous disais tout à l'heure, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais chacun de nous formons l'océan. Alors, il faut prendre soin de chaque goutte d'eau si on veut que l'océan soit sain. Heu, alors c'est, l'approche ayurvédique. C'est une autre façon de voir et de faire les choses et c'est aussi intéressant. Vous voyez la spiritualité, ça peut être différentes voies empruntées par une seule personne et ce n'est pas nécessairement relié à une adhésion à une religion quelconque. Vous pouvez prendre un petit peu de tout ça si c'est ce qui vous fait du bien. Mais tout, je ne sais pas si vous voyez depuis le début, il y a pardon, il y a un lien commun, c'est l'émotion qui est vécue et le bien-être de la personne. De trouver l'équilibre pour pouvoir avoir un équilibre physique et avec la nature et les gens qui nous entourent. Là, c'est ça, on parle d'un ancien monde, mais c'était une façon de vivre qu'on avait avant qui était très centrée sur la matière. Maintenant, de plus en plus, on va mettre, l'accent sur l'équilibre entre la matière et l'invisible ou le monde spirituel ou le sens de la vie. Il y a, une psychologue, Anne Lamy Filippelli, qui a axé ses recherches sur le stress émotionnel et l'apparition des maladies. Bien sûr qu'elle ne dit pas que de guérir le stress va guérir les maladies, mais elle explique comment le stress peut créer la maladie. D'ailleurs, il y a d'autres chercheurs aussi qui avaient mis l'accent sur uniquement le phénomène du stress et qui avaient identifié comment le stress pouvait développer des cancers. Alors, si on peut agir quand on identifie une émotion qui amène un stress ou un stress qui est lié à certaines émotions, placez-le comme vous voulez. Si on prend du pouvoir là-dessus, en ramenant un équilibre, pensez à la roue de la santé autochtone, moi ça me guide beaucoup en tout cas, parce que c'est une forme d'axe. Alors plus vous faites l'équilibre, plus vous êtes au centre de l'axe, mieux ça va. Alors, c'est ça. Souvent, on va mettre de côté les émotions négatives en se disant, «J'ai pas besoin de ça dans ma vie, c'est pas bon pour moi, c'est toxique». Il faut aller plus loin que ça. On l'a vu tout à l'heure, il faut prendre le temps de les identifier, il faut prendre le temps de les laisser, prendre la place qu'elles ont à prendre ces émotions-là
parce qu'elles viennent nous informer de quelque chose. Quand vous êtes fâché contre quelqu'un, il se passe quelque chose, vous êtes fâché. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes fâché? Peut-être c'est votre intégrité qui est touchée, votre jugement de valeur. Ben, on est dans votre spiritualité, dans le sens que vous donnez à la vie. C'est pas, nul, là, c'est vraiment très important de prendre le temps d'identifier ça. Ça va vous permettre de vous situer par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Ça va vous permettre aussi de laisser exprimer, peut-être chez vous, des frontières ou des moments où vous avez jamais parlé, mais c'est peut-être le temps de dire, «Moi, j'apprécie pas, de me faire parler sur ce ton-là par qui que ce soit». Vous n'êtes pas obligé d'accuser l'autre de parler d'une façon, heu, désagréable, mais vous pouvez dire que voyons, pardon, votre besoin ne correspond pas à ça. Alors ça peut juste ramener les choses en équilibre. Ça me permet aussi de vous amener sur, ce proverbe qui est amérindien encore une fois, «La terre n'appartient pas à l'homme». C'est comme on se pense propriétaire de la planète, on ne l'est pas, mais c'est nous qui appartenons à la terre. Elle nous nourrit, en aliments, mais en air, en eau, c'est notre environnement. Alors on ne peut pas enlever cette dimension-là de notre vie. C'est pour ça que j'aime tant, l'approche autochtone qui fait l'équilibre et ayurvédique, qui fait l'équilibre avec la nature et notre environnement. Si je me sens bien, autour de moi, ça va aller quand même possiblement assez bien. C'est sûr que s'il y a des gens qui vivent des choses, que c'est pas de votre ressort, ils vont arriver avec déjà leur bagage, puis, quelque chose qui ne va pas dans leur vie, mais vous n'êtes pas obligé de tout prendre ça et si vous voulez accompagner la personne en l'aidant, en l'écoutant, c'est de vous rappeler que ce qui entoure votre environnement, tout ce qui est dans votre environnement est quelque chose qui fait partie de vous. Alors, il y a une partie de la détresse de cette personne-là qui peut être en contact avec des choses que vous avez déjà vécues ou une capacité que vous avez d'aider l'autre à traverser cette étape-là. Et que lorsque l'autre va bien, ça va aller sûrement mieux pour vous, votre environnement va être assaini un peu. Peut-être que c'est pas vous qui allez pouvoir aider l'autre à nécessairement, par votre écoute, votre accompagnement, peut-être que ça va être d'autres professionnels. Peut-être que vous allez la guider vers des ressources. Peut-être que ça va être, un préposé qui vient à la maison pour donner des soins. Mais c'est correct parce que pendant ce temps-là, l'autre personne, tout le monde s'en occupe, le préposé s'en occupe ou le préposé s'en occupe et vous, vous pouvez aller prendre soin de vous, prendre un moment de méditation, vous reconnecter sur vous, vos besoins, refaire l'équilibre de vos 4 sphères. Ça, c'est important. Il y a l'approche carpe diem aussi qu'on entend peut-être un peu plus souvent. L'approche carpe diem, écoutez, ça nous vient d'Horace. C'est quand même, on recule, des millénaires là. C'est vraiment vivre le moment présent et c'était dans un poème d'Horace où il disait à Leuconoé, pardon, de profiter du temps présent, de ne pas se préoccuper de quel jour on est, dans combien de temps il va se passer quelque chose, quand va-t-il mourir, quand va hem, mais de rester connecté sur la joie, le moment présent et de bien vivre ce qui se passe devant soi. Alors vous voyez, c'est pas on n'a rien inventé là, mais c'est quand même dans notre vie. Et voilà, ça nous amène déjà à la bibliographie, ce qui me permet de vous rappeler que tout ce que, vous avez vu à l'écran, vous pouvez, le consulter. Je peux vous envoyer le montage si vous le voulez, pour que vous puissiez cliquer sur les liens. Il y en a eu dans les diapositives, il y en a eu, là, il y en a dans la bibliographie, mais je ne peux pas tout mettre, ce serait trop petit à l'écran. Mais si vous voulez avoir ces documents-là, communiquez avec moi ici à l'adresse courriel. Ça va me faire un grand plaisir. Vous pouvez aussi en profiter pour, me dire si vous voulez, entendre parler de quelque chose, en particulier. Je vous rappelle que je suis intervenante psychosociale. Je travaille auprès des proches aidants. Alors je fais des recherches, j'essaie de, rassembler, tout ce qui se passe autour d'un phénomène pour pouvoir, simplifier l'information et de vous mettre ça en un petit peu, compacté, en ces quelques minutes, ce qui vous évite peut-être, de passer plusieurs heures de lecture. Alors, je vous rappelle aussi que l'Association bénévole de l'île d'Orléans
offre des services aux résidents de l'île d'Orléans et aux aidés, et aidants de l'île d'Orléans, grâce à l'implication de plus de 40 bénévoles. À l'association bénévole, nous offrons, de l'aide alimentaire d'urgence, de la popote roulante, du répit, de l'accompagnement en voiture pour des rendez-vous, le télébonjour, des appels de soutien pour les personnes seules durant la pandémie, des cafés, causeries virtuelles, et bien sûr de la référence, quand, vous avez besoin de services et que vous ne savez plus vraiment vers où vous diriger. Et toute la démarche, de la coordination des proches aidants est rendue possible grâce à l'appui financier de l'appui Capital National. Excusez-moi, il y a comme trop d'appui là-dedans. Et l'appui Capital National, c'est aussi Info Aidant. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Info Aidant, est ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. C'est pour tous les aidants de la province de Québec. Si vous posez des questions, vous cherchez une information, vous êtes désemparé, vous vivez des choses importantes, vous pouvez communiquer avec ce numéro-là. C'est rarement un répondeur. Si ça arrive, le retour d'appel est quand même assez rapide. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir le répondeur et donc c'est vraiment une ressource pour vous, supplémentaire. Hem Partagez, les informations que vous recevez, à l'intérieur de cette présentation YouTube. Cliquez sur la petite cloche au bas de l'image si vous voulez être informé des prochaines, vidéos et comme je vous disais, n'hésitez pas à nous écrire et à nous communiquer vos besoins. Ça va nous faire plaisir de tenter d'y répondre. Alors voilà, c'est terminé pour notre, série de 6 rencontres qui étaient les 5 sens, la spiritualité et la pandémie. Alors, on se dit à une prochaine. Au revoir.